Donc, le titre de ma présentation, c'est Prisonnier de la douleur, orchestrer votre évasion. Puis, en fait, je me présente, chercheuse postdoctorale à l'Université de Sherbrooke. Ça fait 11 ans que je cumule de l'expérience par rapport à la recherche en douleur. Je m'intéresse entre autres beaucoup à l'évaluation sensorielle, la neuromodulation, la réadaptation virtuelle, l'art-thérapie. J'ai la chance de collaborer avec Madame Carole Paris sur plusieurs de mes projets de recherche qui est présente aujourd'hui dans la salle. Très heureuse de pouvoir collaborer avec elle et d'autres partenaires patients dans mes projets. En plus de ça, ça fait 23 ans maintenant que je vis avec la douleur chronique. Là, vous voyez mon diagnostic, spondylolise bilatérale grade 1, hernie discale foraminale gauche, sténose foraminale bilatérale sévère, arthrose facétaire bilatérale modérée. Bref, au quotidien, la douleur, c'est mon quotidien. Puis, j'ai appris avec les années à voir qu'est-ce qui aide ma douleur, qu'est-ce qui empire ma douleur, à être un peu plus à l'écoute de mon corps. Puis, je pense que c'est également ce qui a motivé mon désir d'en apprendre un peu plus sur ce phénomène-là, parce que ça fait partie de mon quotidien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 présentations. En fait, je vous ai comme fait un melting pot de 2 présentations que j'ai données lors du Pain Talks qu'on fait annuellement au Québec, lors de ma 3e édition en 2018, alors que j'étais la présidente de l'événement. Et je vous fais aussi un petit melting pot avec l'autre présentation que j'ai faite au Pain Talks France, première édition en 2022. Donc, initialement, j'étais la présidente de l'événement et je suis devenue par la suite responsable du développement international. Donc, le Pentax, si vous n'êtes pas déjà au courant, c'est un événement annuel sur la vulgarisation des thèmes en lien avec la douleur. Il y a des étudiants qui montent et qui prennent la parole sur scène, des médecins, tout type de cliniciens. Il va y avoir des partenaires patients, des gens du public. Puis l'idée, c'est de combattre les stéréotypes, d'amener de nouvelles idées, d'intéresser. Fait que, vraiment un événement exceptionnel, puis je suis très contente de prendre part à tout cela. Alors, moi, j'adore la musique. Je ne suis pas musicienne. Si vous m'entendez chanter, je risque de vous percer les oreilles. Mais la musique, pour moi, je vis d'eau, d'amour et de musique. Et aujourd'hui, je vous présente une présentation en 2 mouvements. Le premier mouvement s'appelle Symphonie intérieure, devenez le chef d'orchestre de votre bien-être. Et le deuxième mouvement s'intitule Les arpèges du bien-être, cultiver l'harmonie par une pratique assise. Chacun des mouvements est inspiré des présentations que j'ai données précédemment, avec quelques variations, bien sûr. Et avant de débuter le bal, j'aimerais vous inviter à vous connecter à slido.com. Vous pouvez soit rentrer et utiliser le code QR que vous voyez au sommet de l'écran, soit utiliser le lien slido.com que j'ai mis dans le chat et que je vais remettre à l'instant. Dans le chat ici. Et une fois que vous êtes sur slido.com, je vous demanderai de rentrer les chiffres que vous voyez à l'écran. 1626505. Puis, je vais vous inviter également à répondre à une première question. La première question est, que feriez-vous si vous n'aviez plus de douleur? Puis comme le disait Caroline, vous n'êtes pas obligé de répondre à ces questions-là. C'est complètement ouvert à tous. Si vous préférez ne pas répondre, ne répondez pas. Je respirerai à plein en courant. Vous verrez. Je vois que le mot moins ressort souvent, mais probablement qu'il a été pris hors contexte là, quand vous avez rentré votre réponse.
OK, donc on a conduire hors de Montréal, sortir, faire plus d'activités, des expéditions de marche, se sentir libéré, moins probablement fatigué. Je danserais toute une nuit. Je ferais plein d'activités, je dormirais, je bougerais plus, je voyagerais et je serais plus libre. Je vais laisser la dernière personne écrire sa réponse. Je bougerais plus, ferais plein d'activités, dormirais. Fantastique. Parfait. Fait qu'on va passer à la prochaine question. Quelles sont les 2 priorités les plus importantes dans votre vie actuellement? Là, vous voyez, mon image est un peu spéciale, c'est parce que j'ai utilisé une intelligence artificielle. C'est pas tout à fait parfait. L'intelligence artificielle, on en entend parler pas mal ces derniers temps dans les médias. Ben, moi, je l'utilise au quotidien dans mon travail. Puis, j'ai essayé de... Vous allez voir, il y a plusieurs images. Là, quand vous voyez un petit B ici, c'est de la plateforme Microsoft Bing. Ça veut dire que ça a été fait par une intelligence artificielle. Fait que c'est pas parfait, mais ça illustre à peu près qu'est-ce que je voulais dire. On a déjà quelques réponses qui rentrent. Ma famille et ma santé, famille, travail, activité sociale. Le travail et la famille, mon bien-être et les rencontres. Famille et santé. Améliorer mon sommeil. Ma relation avec mes proches et le travail. Augmenter ma mobilité. Vivre ma famille, le travail et la famille. Je vois qu'il y a une autre personne qui tape. On va laisser le temps à la personne de rentrer sa réponse. Adaptation, changement. Oh, augmenter ma mobilité. Fait qu'on voit que la famille, le travail, c'est des priorités qui reviennent beaucoup au sein de notre sondage. Puis le point que je voulais amener avec cette question-là, c'est que parfois, notre santé, c'est pas toujours la priorité dans notre vie. Puis parfois, c'est pratiquement impossible de mettre notre santé ou notre bien-être à l'avant-plan. Et comme par exemple, je discutais il y a quelques semaines avec une maman de 3 enfants, dont l'un des enfants a un TDAH, puis en plus de ça, elle travaille à temps plein comme professeure au cégep et elle vit avec sa douleur jour après jour. Fait que c'est sûr, quand j'ai demandé c'est quoi ses priorités, ben, elle me disait ma famille, mon conjoint, mon travail, puis là, sa santé, son bien-être venaient très, très loin. Fait que c'est sûr que dépendamment des défis auxquels vous faites face dans votre vie de tous les jours, de trouver le temps de mettre sa santé, son bien-être à l'avant-plan, c'est pas toujours évident et c'est pas toujours facile. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de certaines trucs et astuces que je vais vous donner, mais je comprends très bien. Je comprends très bien que c'est pas toujours facile à appliquer et à suivre. Fait qu'on garde ça en tête, là. Je veux pas, mon but, c'est pas non plus de vous amener dans un sentiment de culpabilité. C'est juste de dire, OK, on va semer des graines, puis peut-être qu'à un moment donné, parmi ces graines-là, il y a une pousse qui va germer au bon moment quand le temps va la donner. Donc, pour le premier mouvement, devenez le chef d'orchestre de votre bien-être. Je vais lancer cette partie-là en vous posant encore une question. Croyez-vous avoir tout essayé pour soulager votre douleur? La réponse, on a les non, on a les oui ici. Parfait. Merci à ceux qui ont participé. Je vais peut-être laisser encore quelques secondes. Excellent. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une bonne partie de notre groupe qui considère avoir tout essayé pour soulager la douleur, puis ne pas avoir trouvé probablement, ou avoir trouvé des moyens pour les aider ou non. Puis,
la chose que je voulais vous amener, c'est peut-être un peu d'espoir pour vous dire que on est plusieurs équipes de recherche à travers le monde qui travaillons sur différents développements, différentes innovations pour aider à soulager et améliorer l'intensité ou les problèmes liés à une condition douloureuse. Alors, c'est impossible que vous ayez tout essayé parce que, par exemple, dans mon laboratoire, on est en train de développer 4 nouvelles innovations pour la douleur chronique. Puis ces innovations-là, vous ne les avez pas essayées. Fait que c'est ça à travers tout. Au Québec, là, vous irez voir la page du Réseau québécois de la recherche sur la douleur. On est on est un regroupement d'une centaine de personnes. Puis ces chercheurs-là, à chaque année, ont plusieurs nouveaux projets de recherche qui sont mis en place et pour lesquels on recherche des participants à chaque fois. Fait que là, par exemple, nous, les innovations qu'on est en train de mettre en place, ben, on est toujours à la recherche de participants. On veut toujours améliorer puis développer les approches par rapport à la douleur, qu'elle soit pharmacologique ou non pharmacologique. Alors, gardez espoir. Puis le but, en fait, pour devenir le chef d'orchestre de votre douleur, il y a 3 aspects que je veux que vous gardiez en tête. Le premier, puis là, je vois qu'il y a un petit bug. Je vais peut-être fermer mon écran puis le redémarrer, voir ici. Je pense que mon Slido a causé un petit bug, mais c'est pas grave, on va continuer. Est-ce que vous voyez toujours mon écran de PowerPoint? OK, parfait. Fait que premier aspect, pour devenir le chef d'orchestre de sa douleur, il faut partir à la découverte des instruments pour soulager votre douleur. Parce que comme le chef d'orchestre, à un moment donné, il a appris c'était quoi le son du tambour, puis il a appris c'était quoi le son du violon, et il a été capable de différencier les deux. Parce qu'il a appris à découvrir ces différents instruments-là. Et comme je vous en ai parlé tantôt, on est énormément d'équipes de recherche à travers le monde à développer au quotidien des nouvelles innovations pour la douleur, puis on est toujours à la recherche de participants. Alors, ça vaut la peine de nous suivre sur les réseaux sociaux, où je pense qu'il me semble que la QDC, ou c'était le RQRD, allait mettre sur place bientôt un regroupement de tous les projets de recherche sur la douleur en cours. Vous allez avoir accès à ça bientôt. Puis l'idée, c'est rester connecté parce que vous allez pouvoir voir tout ce qui est en train de se développer. Puis il y a plein de choses qui se développent en ce moment. Tout est c'est très dynamique comme domaine. Là, je voulais juste vous donner quelques exemples de différentes approches qui peuvent être utilisées pour soulager la douleur. Fait que, par exemple, au niveau un peu plus physique, comme là, moi, je développe des applications au niveau de l'exercice, mais il existe aussi des approches au niveau de la nutrition, de l'acupuncture, la cryothérapie. Peut-être que vous avez jamais entendu parler de ça, mais ça existe et ça peut être utilisé pour la douleur chronique, la physiothérapie. Au niveau un peu plus cognitif, au niveau cognitif, puis plus au niveau bien-être, il y a, comme on a aujourd'hui, j'ai la chance de présenter aujourd'hui dans un groupe d'entraide, mais de consulter un psychologue, la thérapie musicale, les médias sociaux, l'hypnose, la pleine conscience, la respiration, le coloriage. Puis là, je reviens un peu sur le psychologue, parce que je sais que c'est très stigmatisé d'aller voir un psychologue. C'est comme s'il faudrait aller voir un psychologue seulement quand on est en état de détresse extrême. Mais un psychologue, si vous pouvez avoir accès à ce genre de ressources-là, c'est quelque chose qui peut aider au quotidien. Pas au quotidien, mais ça commence à coûter cher, là, mais aux 2 semaines, disons. Ma mère est psychologue, j'ai plein de collègues en psychologie, puis c'est pas parce qu'on est... Moi, je consulte ma mère tous les jours. Et elle m'aide à évoluer puis à grandir à travers les différentes difficultés de la vie. Et si vous voulez pas parler à un psychologue, des petits trucs que je peux vous donner, vous pouvez vous mettre devant un miroir puis vous parler devant le miroir. Ou vous pouvez essayer notre cher psychologue ChatGPT qui donne de très bons conseils. Faut rester critique quand même parce que c'est pas un professionnel, mais des fois, juste de parler à quelqu'un d'une intelligence artificielle peut faire l'affaire. Je l'ai testé à quelques reprises, ça fonctionne très bien. Ensuite de ça, je vous montrais d'autres aspects là, au niveau un peu plus sexuel, parce que je sais que sur cet aspect-là, il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà dit que depuis qu'ils ont de la douleur chronique, le facteur sexuel n'existe plus. Donc, d'aller consulter un psychologue, de découvrir les zones érogènes, d'utiliser différents stimulants sexuels comme des revues, des vidéos, faire la thérapie de couple. Puis je pense que j'ai mis méditation orgasmique aussi. Ouais.
Ça, c'était... c'est parce que je cherchais... J'ai discuté avec plusieurs personnes qui avaient des problèmes au niveau sexuel, puis là, les douleurs empêchaient, disons, les contacts avec les partenaires, puis c'était entre autres très problématique, puis très triste pour ces personnes-là. Puis je cherchais une façon pour les gens d'aller atteindre l'orgasme sans nécessairement avoir des contacts physiques. Et la méditation orgasmique, c'est comme quelque chose qui est apparu dans mes recherches. Puis vous pouvez aller voir des vidéos sur YouTube, là. Vous avez des méditations préenregistrées qui peuvent vous amener dans ces états-là. J'ai déjà vu des gens que ça fonctionne pour eux. Puis juste pour dire que je trouve que c'est quand même un aspect important parce que l'orgasme aide à libérer des neurotransmetteurs dans le corps pour soulager les douleurs. C'est aussi un excellent relaxant musculaire. Fait que de pas oublier cet aspect-là, puis c'est pas parce qu'on a de la douleur qu'on n'est plus des êtres sexués. Okay. Une autre question pour vous. Prochaine étape. Qui est la personne responsable de votre bien-être? Je vois qu'il y a certaines personnes qui ont partagé dans le chat. Marie-Hélène qui dit « Il y a toujours place à de nouvelles approches ». Absolument. Tout à fait d'accord. Monsieur Biguet qui mentionne « Question pour après, Eckhart Tolle parle du pain body ». Est-ce que cela fait un certain sens? J'ai pas lu, je connais Eckhart Tolle, mais j'ai pas lu cette partie-là de son livre. On s'en reparlera, Monsieur Biguet, tantôt, à la période de questions. OK. Fait qu'on va aller voir les résultats de notre... Ah, OK, moi-même. Moi, parfait. Très contente de voir cette réponse-là qui ressort. Effectivement, moi, ce que j'ai vu au courant de ma carrière, c'est que des fois, les gens avec de la douleur, ils disaient, bon, ben, c'est au système de santé de prendre soin de moi, au système de santé de me guérir. Puis ça peut être très problématique quand on est dans un domaine comme la douleur chronique parce que chaque expérience est complètement unique. Chaque personne vit la douleur de manière individuellement complètement différente, qui fait en sorte que deux personnes qui peuvent avoir mal exactement au même endroit puis avoir la même condition douloureuse vont vivre la douleur de manière totalement différente. Et ce ne sera pas les mêmes approches, ce ne sera pas les mêmes instruments qui vont fonctionner pour eux. Donc, c'est important de comprendre la difficulté quand on se met à la place du clinicien, de l'intervenant, de comprendre sa difficulté à lui parce qu'il n'a pas vu, chaque personne est différente. Fait que c'est difficile de dire ça va marcher pour tout le monde. Puis en même temps, ben, c'est à vous de comprendre que pour aider en fait les cliniciens avec lesquels vous allez interagir, ces différents instruments dans votre orchestre, c'est important d'être en mesure de prendre ce rôle-là de leader pour être le chef d'orchestre, en fait, des différents instruments. Puis là, quand je parle d'instruments, ben, ça peut être, par exemple, le massothérapeute, c'est un instrument. Le psychologue, c'est un instrument. Vous pouvez avoir le neurologue qui est un autre instrument dans votre orchestre symphonique. Second conseil pour devenir le chef d'orchestre de sa douleur, établir une communication claire entre les musiciens. Et ça, c'est quand même un défi assez difficile, difficile, en fait, pour un chef d'orchestre parce que lui, il a une vision musicale. Puis il doit s'assurer que les musiciens qui jouent dans son orchestre comprennent sa vision musicale. Il doit la mettre en mots. Ça, c'est pas toujours facile. C'est la même chose quand on a de la douleur, quand on a une condition douloureuse et qu'on s'adresse à un de nos musiciens qui joue un des instruments de musique, de lui dire, de lui expliquer qu'en est-elle de notre douleur? Qu'est-ce qu'elle a été en termes d'intensité, en termes de caractéristiques? Est-ce que c'est une douleur qui est à 7 sur 10 puis qui donne des sensations de piqûres, d'aiguilles, d'éclairs? Il faut être en mesure de mettre en mots ce qu'on ressent. Puis, il faut être en mesure également d'assurer un pont de communication entre chacun des musiciens pour s'assurer que ce que le neurologue vous a donné comme indication, ben, votre physiothérapeute aussi est au courant des mêmes aspects. Parce que votre physiothérapeute puis votre neurologue vont pas se parler. Fait que la seule personne qui est en commun entre ces deux intervenants-là, c'est vous.
C'est pour ça que c'est important d'assurer la communication comme le ferait un chef d'orchestre. Autre question pour vous. Est-ce que l'intensité de votre douleur fluctue au fil du temps en raison de facteurs tels que la température, le niveau de stress, les tâches quotidiennes et d'autres éléments similaires? Fantastique. Merci aux personnes qui répondent. Pour l'instant, je vois que c'est une majorité de oui. Je vais laisser les autres personnes répondre. Il y en a quelques-uns encore. Oh, une personne qui nous a dit non. Bien, pour la majorité d'entre nous, effectivement, la douleur, l'intensité de la douleur, la caractérisation de la douleur varie au fil du temps, au fil d'une même journée, au fil d'une même heure. Puis c'est important d'être en mesure, d'être capable de suivre les variations, en fait, de notre partition. Si on a un plan de traitement avec différents instruments de musique qui font partie de notre plan de traitement, c'est rare qu'on va trouver une partition parfaite qu'on va pouvoir réutiliser ou un plan de traitement parfait qu'on va pouvoir réutiliser jour après jour. Parce que des fois, ben, c'est peut-être une mauvaise nouvelle qui fait en sorte que notre niveau de stress ou notre niveau émotif est plus affecté par rapport à notre vie au quotidien. Puis, ça a été extrêmement bien démontré dans la littérature. C'est un phénomène qu'on appelle la somatisation. C'est quand les émotions se manifestent physiquement par des douleurs ou des problématiques. Puis, c'est important, même si on a trouvé le meilleur plan de traitement idéal pour nous, d'être en mesure de comprendre qu'il va y avoir des variations au fil du temps. Par exemple, moi, je vais avoir de la douleur si je ne bouge pas assez ou si je bouge trop. Fait que je contrôle ma douleur en restant dans une zone, la zone entre trop bouger ou pas assez. Mais cette zone-là, il faut tout le temps que je l'adapte. Puis des fois, ben, quand je suis dans le trop bouger, ben là, j'ai besoin d'aller chercher ma médication d'urgence parce que je sais que si je traite pas cette douleur-là à ce moment-là, ça risque d'empirer. Fait que, dépendamment, si j'arrive à bien contrôler les variations, les modulations des différents environnements des différents facteurs qui arrivent dans ma vie, je vais pouvoir soit rester seulement au niveau de l'exercice physique ou soit je vais devoir aller un peu plus au niveau de médication. Pour le deuxième mouvement, cultiver l'harmonie par une pratique assidue. Petite question encore. Quelles émotions sont associées à votre condition douloureuse? Comment vous sentez-vous quand vous avez mal ou même quand vous avez pas mal là, au quotidien? Le fait de vivre avec la douleur vous fait ressentir comment? Frustration, colère, fatigue émotionnelle, oui, tristesse, incompréhension, désespoir, incompréhension, irritabilité, dépendant, fataliste. Tristesse et déception qui embarquent également. Frustration, colère, incapable. Dépression, impuissance. Limité. Parfait. Merci d'avoir partagé vos émotions par rapport à... Là, je vois qu'il y a une autre personne qui tape. Handicapé, ouais. Puis, merci beaucoup d'avoir partagé ces émotions-là avec moi.
Effectivement, quand on vit avec de la douleur chronique, c'est difficile de se séparer des émotions négatives. Puis, je suis étonnée que le deuil n'est pas ressorti ou le sentiment de culpabilité ressorte aussi. C'est souvent des choses qui sont sorties de mes études précédentes. Puis, je veux juste vérifier quelque chose. Oh, bien sûr, OK. C'est ça, c'est parfois quand on est dans une condition de douleur, quand on ressent la douleur ou quand on voit tout ce qu'on a perdu en raison de la condition douloureuse, on voit l'incapacité aussi des gens à traiter cet aspect-là de notre santé, à nous amener à nous améliorer ou nous ramener, disons, à notre niveau de départ. Ça peut être frustrant, ça peut être triste, ça peut nous amener de la déception, de l'impuissance et le sentiment d'être prisonnier dans son corps. Si je vous pose une autre question, quelle est la parole la plus blessante que vous avez entendue par rapport à votre condition douloureuse? Ça peut être un proche, ça peut être votre conjoint, ça peut être un membre de l'équipe clinique, un intervenant quelconque qui vous a dit quelque chose que vous avez trouvé particulièrement blessant. Snap out of it. Ouais. Ne pourra plus marcher. Mhm. Ça n'a pas de l'air de faire trop mal. Tu ne fais pas assez d'efforts. T'es lâche. C'est dans ma tête, ah oui. Ça, on l'entend beaucoup. Mais ta maladie n'est pas si grave. Personne ne va mourir d'une polyarthrite rhumatoïde. Un rhumatologue. Vous avez la fibro. Je peux rien pour vous. Et non pour la clinique de la douleur. OK? Vous êtes fait refuser accès à la clinique de la douleur. Mon Dieu. Le spécialiste m'a dit, je ne fais pas de miracle. Si tu as mal, c'est parce que tu as droit à une belle culpabilisation de ce que tu ne fais pas. C'est pas une vraie maladie. Seigneur, hein? C'est dans ma tête. Ouais. Et moi, ça fait 23 ans que je vis avec la douleur, puis 11 ans que je travaille dans le domaine, puis c'est dans ma tête, je l'ai entendu de mon cercle proche il y a quelques mois de ça. Déjà. Fait que j'ai pas encore été en mesure de les convaincre. Mais effectivement, c'est dans ma tête. Puis moi, ce que j'ai répondu à cette phrase-là qui m'avait été lancée, j'avais dit, ben, c'est vrai que c'est dans ma tête parce que les signaux douloureux sont analysés par la pain matrix dans la tête. Fait que c'est tout à fait ça. Mais c'est vrai que je comprends quand ils disent c'est dans ta tête, c'est parce que c'est comme si tu t'imagines. Mais moi, je le ramène sur le côté un petit peu plus logico-scientifique. OK, effectivement, je ne fais pas de miracle. Ouais. J'espère qu'il vous a référé à quelqu'un qui pouvait vous aider au moins quand il vous a dit ça. Ce n'est pas une vraie maladie. On commence en fait, la douleur chronique, là, je veux pas me tromper, là, mais il me semble que ça a atteint le stade de maladie. Puis on est dans les classifications, il est dans le IDC, je crois, 11, qui est la classification de toutes les maladies dans le monde. Puis il a atteint le statut de maladie. Fait que vous pouvez toujours dire, non, la douleur chronique, c'est une maladie. Ça doit une telle culpabilisation de ce que tu ne fais pas. Puis ça, c'est drôle, hein, parce que les gens qui ont de la douleur chronique, souvent, c'est des personnes qui sont extrêmement travaillantes. C'est même des gens, ce que je vois surtout, c'est des gens qui ont de la misère ben en fait, moi, là, je m'inclus là-dedans, c'est qu'on a de la misère à mettre nos limites, puis à arrêter de travailler ou à arrêter de prendre soin des autres, ou mettre la limite pour dire, bon, ben je réfléchis et je pense à moi. Fait que souvent, quand on parle de belle culpabilisation, puis moi, je demandais souvent aux gens si vous n'aviez plus de douleur, comme j'ai fait avec vous, qu'est-ce que vous feriez? Puis 95% des gens m'avaient répondu à l'époque, je travaillerais. Fait que c'est pas vrai que c'est des gens qu'on est des paresseux, là. C'est complètement le contraire, en fait. Ça devrait pas te faire mal. OK. Le spécialiste m'a dit, je fais pas de miracle. Je peux rien pour vous, c'est ça. Et de référer les gens, c'est pas vrai là, qu'il y a rien à faire pour vous. Si vous avez un spécialiste de la santé qui vous dit ça, ben les cliniques de la douleur ou
Là, il semblait dire que la clinique de la douleur ne pouvait rien faire pour vous également, mais ça, dans la clinique de la douleur, on veut toujours explorer au maximum. Fait que c'est pas vrai que votre cas ne pourrait pas être pris en charge par eux. C'est vrai qu'on ne meurt pas de la douleur chronique, mais par contre, ça peut nous amener des pensées suicidaires qui peuvent mener éventuellement à un décès parce que quand tu dors pas, quand tu n'arrives pas à te soulager, quand tu es en crise de douleur constamment, c'est difficile sur le moral, c'est difficile de trouver, de donner un sens puis de trouver une valeur à sa vie au quotidien quand c'est difficile. Ne pourra plus marcher, tabarnouche. Ça. J'espère que vous avez été en mesure de remarcher la personne qui a dit ça. Je pense que des fois, dans le milieu clinique, les gens ne veulent pas donner de faux espoirs. Fait qu'ils arrivent puis ils vous donnent tout de suite les mauvaises nouvelles, puis après ça, c'est comme au moins, j'aurais pas donné de faux espoirs. Mais de couper tout espoir, c'est pas non plus une bonne alternative, à mon avis. Si tu as mal, c'est parce que tu as droit à une. OK, ça, c'est pas une vraie maladie. Oh, j'en ai vu quelques-uns dans ma tête. Qu'est-ce que tu as pensé dans ta tête pour que ça t'arrive? OK? Ben, c'est vrai que il y a des liens avec au niveau émotif. Il y a des liens au niveau émotionnel. C'est sûr que, comme par exemple, je vous donne un exemple, la fibromyalgie, il y a plusieurs personnes qui vont souffrir de fibromyalgie, qui vont vivre des événements extrêmement difficiles dans leur vie. Puis moi, ce que j'ai observé au courant de ma carrière, c'est que il y a plusieurs personnes qui souffrent de douleurs chroniques et qui semblent vivre également avec des grands bouleversements, même, je dirais, des traumatismes, des chocs post-traumatiques, en fait. Puis le choc post-traumatique peut être causé, ou le grand bouleversement peut être causé par la douleur en soi, ou ça peut être causé par un événement de la vie. Par exemple, je me rappellerai toujours de ce monsieur-là qui m'avait dit que ses douleurs avaient augmenté depuis que le dealer de drogue de sa fille avait débarqué chez lui et menaçait de violer sa femme s'il ne réglait pas les dettes de drogue de sa fille. Fait que, vous imaginez que ce genre d'événement-là, sur le niveau de douleur, ça peut avoir des effets assez, assez dramatiques. Fait que c'est sûr que des fois, ce qui nous arrive dans notre vie de tous les jours, puis les émotions et tout ça, ça peut avoir un effet sur la douleur, mais c'est pas juste ça. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai une hernie discale, Christophe. Je peux pas. J'ai une problématique structurelle. Tu sais, je vais avoir la douleur parce que j'ai l'hernie. Il faut que je me fasse opérer pour changer ça. Fait que oui, je suis d'accord un peu. Il y a l'aspect émotif, mais il y a aussi tout l'aspect structurel, puis l'inflammation, etc. Lorsqu'il ne peut pas m'aider, disent que c'est l'arthrose. Le diagnostic poubelle. Ouais, ben, c'est ça. Ils ont peut-être pas fait tous les tests pour vous dire, pour vous donner, s'agarocher ce genre de diagnostic-là. Mon conjoint m'a déjà dit qu'une personne lui a dit à nos débuts, tu sais que c'est pas facile d'être en relation avec une personne qui est height maintenance comme ça. Ben, on choisit, tu sais, comme dirait ma mère, chaque torchon trouve sa guenille. Fait que, je veux dire, on prend les personnes avec qui on est capable de les défis qu'on est capable d'accepter. Tu sais, mon conjoint est pas parfait, je ne suis pas parfaite, mais on s'accepte comme on est, puis on évolue ensemble dans cette direction-là. Fait que, drôle de commentaire. T'es pas mort, arrête de te plaindre. Comme on mentionnait tantôt, ben, peut-être que la douleur chronique ne cause pas la mort directement, mais indirectement, parfois, par les pensées suicidaires et la dépression. Le terme dépression est ressorti beaucoup dans notre discussion tantôt. Quand j'étais petit, mon père disait Don't be a sissy. Ça veut dire quoi? La personne qui a écrit ça, est-ce qu'il pourrait me. Je pense que mon anglais n'est pas au point du jour. Si vous êtes à l'aise, la personne qui a écrit Don't be a sissy, expliquez-moi ce que veut dire sissy. Est-ce que c'est vous, M. Bazinet? Non? OK. Pas de souci. On passe au prochain. Arrête de te plaindre, ouais. Mauviette. Très décourageant. Là, je vois qu'il y a deux autres personnes qui écrivent. Je vais leur laisser la chance de. Arrête de te plaindre. Mais après ça, si on se plaint pas, ben, les gens sont surpris qu'on se retrouve dans des états de fatigue puis qu'on veut pas faire d'activité puis ils comprennent pas.
Mauviette. C'est dur, ça, se faire traiter de mauviette. Parce que tu te dis, je me dis, si la personne avait les douleurs que je vis, je me demande si elle serait capable de vivre avec ces douleurs-là. Ce serait peut-être elle, la mauviette. Je vois qu'il y a 2 personnes qui tapent. On va leur laisser la chance. C'est sûr que les paroles qu'on entend qui sont blessantes. Ah, si, c'est mauviette. Un homme qui se plaint pas. OK. Donc, bien, c'est. Fait qu'un homme. Ah oui, OK. Une c'est une mauviette. Fait qu'un homme, habituellement, ça se plaint pas. OK, je comprends. Je comprends. Très bien. Ça fait une dernière personne. Un beau-frère m'a dit, quand je m'étais fait opérer parce que je voulais de l'attention. Et sur ma canne, il disait que je l'avais parce que je cherchais une façon de me justifier et de ne pas travailler. Oh, c'est très difficile, c'est très méchant. C'est très méchant comme parole. Tu sais, je pense qu'il y a des fois, il y a des gens que ça leur fait du bien de rabaisser les autres par ce genre de paroles-là. Puis je me suis rendu compte aussi que la capacité d'empathie, la capacité de se mettre à la place des autres, de ressentir ce que les autres vivent, c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde que cette intelligence-là interpersonnelle, comme on appelle, cette intelligence émotionnelle, et souvent de faire face à des gens qui manquent de ce type d'intelligence-là, puis on se retrouve avec ce genre de commentaires-là, c'est pas facile à vivre. Je vois qu'il y a une autre personne qui tape. Chercher de l'attention. Hey, c'est pas une vraie maladie, ça ne s'attrape pas. OK, parce que toutes les maladies s'attrapent. OK. Bon, ben ça, il y a des fois, c'est ça, quand on discute avec des gens qui ne comprennent pas notre condition, qui ont pas vécu ce qu'on a vécu, ben on peut avoir toutes sortes de paroles qui vont ressortir, des paroles euh, indélicates, des fois, comme ce qu'on vient de voir. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que les gens, ils disent ça, puis c'est pas pour mal faire souvent. C'est parce qu'ils constatent le mal-être de la personne, puis c'est l'impuissance qu'ils ressentent devant votre mal-être ou votre douleur, leur font mal. Fait que là, ils vous disent ce genre de commentaires-là pour vous dire, ben là, arrête de souffrir parce que ça les fait souffrir également. Fait que souvent, c'est pas, tu sais, le médecin qui peut pas vous aider, ça vient jouer sur son ego, là. Lui, il est là pour guérir les gens, puis là, vous êtes un mystère pour lui ou vous êtes un défi pour lui, puis il est pas capable de vous venir en aide, fait que ça vient jouer sur son ego, puis des fois, ben, il est blessé, puis il peut dire des paroles blessantes. OK. Là, je vais juste mentionner... Oh, excusez, OK. Donc, moi, ça fait 23 ans, comme je l'ai mentionné, que je vis avec la douleur chronique, puis je vais chercher, en fait, depuis que je travaille avec des partenaires patients, puis depuis le début, depuis que je travaille sur la douleur, ce qui m'a passionnée par ce sujet-là, c'est euh, c'est une rencontre. La première rencontre que j'ai eue avec quelqu'un qui souffrait de la douleur chronique. Puis initialement, moi, j'ai travaillé durant mon doctorat avec un neurochirurgien. Puis quand je l'ai rencontré la première fois, je voulais travailler avec lui sur ce qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde, dans laquelle on implante des électrodes dans le cerveau pour les gens qui ont du Parkinson. Ça, c'est exceptionnel, là. Je ne sais pas si tu as déjà vu des images de ça, là, mais tu as la personne parkinsonienne qui tremble et qui a des vibrations. Puis une fois que l'électrode est activée au niveau du cerveau, les tremblements cessent, puis elle est capable de faire du vélo, d'aller jouer avec son chien. Fait que je trouvais ça exceptionnel. Quand j'en ai parlé au chirurgien qui faisait ça au Québec, il m'a conseillé de travailler plutôt sur la stimulation spinale médulaire et une électrode implantée au niveau de la moelle épinière pour les gens atteints de douleurs chroniques. Puis moi, ben, étant déjà, j'ai déjà de la douleur, puis étant déjà très sensible de nature, je m'étais dit, ben, j'ai l'impression que tu sais, je vais attraper toutes les émotions des gens, puis je pense que ça va être trop pour moi de pouvoir être dans le domaine de la douleur. Puis finalement, il m'a invité à ses salles d'opération, il m'a invité à ses cliniques. Puis dès la première clinique que je suis allée, dès la première patiente que j'ai rencontrée, je suis tombée complètement en amour avec la condition, la situation, parce que
elle avait une capacité d'adaptation exceptionnelle. Tu sais, tantôt, je parlais d'adapter son plan de traitement, mais cette dame-là avait une résilience. Elle avait des douleurs à 8 sur 10 et elle avait une résilience fascinante. Puis je trouvais que j'avais l'impression que c'était un bon mentor. C'était une personne qui m'enseignait quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle je suis allée, entre autres, dans la recherche en douleur. Puis j'ai la chance, entre autres, avec Madame Carole Paris, Ginette Ladouceur, Jean-Marc Baudouin, Joanie Rollin, c'est tous pour moi des mentors qui vivent depuis très longtemps avec la douleur et qui m'aident moi-même à évoluer dans cette condition-là. Puis je cherchais aussi des sources d'inspiration, en fait. Parce que, tu sais, je vous ai dit tantôt, là, des fois, quand on a de la douleur, on peut se sentir emprisonné dans son propre corps. Fait que je suis allée chercher des témoignages avec des gens qui avaient survécu à des situations d'emprisonnement injustifié durant la Seconde Guerre mondiale. Quand je suis allée faire cette recherche-là, je cherchais surtout des gens qui avaient survécu à l'emprisonnement, mais qui semblaient avoir trouvé une forme de paix dans leur vie. Fait que c'est ça qui m'intéressait. Comment les gens avaient survécu, puis comment ils avaient trouvé une forme de paix. J'en ai ressorti 3 conseils à partager avec vous. Le premier, choisir ses pensées. Et ça m'a été inspiré par Edith Eger, qui a été enfermée dans les camps à l'âge de 16 ans. Et jour après jour, elle était confrontée à l'horreur des camps de concentration, mais ce qu'elle écrit dans ses livres, c'est que même si elle voyait l'horreur, elle était capable de s'évader, que ce soit à travers les rêves, que ce soit à travers les pensées d'une vie passée, tu sais, tous les beaux souvenirs qu'elle avait vécus avec sa famille. Elle aimait également imaginer le futur. Elle voulait sortir des camps pour voir qu'est-ce que son futur allait lui amener. Puis, quand on vit avec la douleur chronique, c'est des fois où n'importe quel bouleversement, des fois, on peut se sentir complètement submergé par les émotions négatives et ça peut être difficile de sortir de ces émotions-là, d'où l'importance de bien choisir ses pensées en fonction de les focaliser sur des choses qui donnent une valeur à notre vie, même en présence de la douleur. Ça peut être la famille, ça peut être un travail, ça peut être la beauté de la nature. Et là, j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce qui donne une valeur à votre vie, même en présence de la douleur? Être patient partenaire, oui. Mon chien. Mes enfants, quand elles me font de gros câlins. L'amour des autres. Justement, l'amour des autres, il y avait une grosse étude, je ne me rappelle plus si c'était Google ou une autre, un immense regroupement, en fait, qui avait fait une étude sur le bonheur, puis vous m'excuserez, je ne me rappelle pas exactement la source, là, mais il avait étudié à savoir qu'est-ce qui était la raison numéro 1 du bonheur, puis c'était d'avoir des gens autour de nous euh, qui nous considèrent comme précieux, des gens qui nous donnent de la valeur, fait que de ressentir qu'on avait des gens autour de nous pour lesquels on était important. C'était la raison numéro 1. Mon conjoint, mon fils, les enfants, la nature, l'amour, la nature, ma femme et mon chien. Pouvoir peindre et faire de l'art en général. La chance d'être en vie et mes 2 lapins qui sont les amours de ma vie. Ah, c'est cute. Les gens qui m'entourent, ma famille, l'amour de la vie, donner au suivant, patient partenaire, la nature, continuer d'apprendre et d'enseigner, me sentir utile. Là, je vois qu'il y a encore quelques personnes qui écrivent. L'amour et ma famille, le bénévolat. Fait que des fois, quand on se sent submergé par les émotions négatives, de ramener ses pensées, de choisir les pensées sur ce qui donne un sens à sa vie, comme vous venez de le faire actuellement, mais ça peut aider à diminuer les douleurs. En fait, ça a été démontré dans les recherches. Comme je vous mentionnais tantôt, là, une personne qui est, par exemple, en instance de divorce, ça se peut que ses douleurs soient plus élevées là, à ce moment-là, où je discutais avec une collègue médecin, Virginie Cano de la France,
Puis elle disait, ben, habituellement, on attend là, avant d'amener une personne vers une opération. Si la personne est, par exemple, en instance de divorce, on va attendre encore quelques jours, si on peut attendre quelques jours, parce que souvent, ça peut avoir un impact sur la capacité de cette personne-là à se rétablir post-opération, même sur le niveau de douleur post-opératoire. Je me sens insignifiant parmi toute humanité, alors je ne me plains pas. OK. Merci d'avoir répondu à ma question. Un autre exercice à faire au quotidien, à se rappeler, ça, je le fais, je le fais constamment, jour après jour. Puis c'est pour ça que je parlais tantôt d'arpège, là. Tu sais, quand on fait nos exercices jour après jour pour améliorer la motricité fine, entre autres pour le piano. Là. Moi, je joue un peu de piano, mais je suis très mauvaise. De se pratiquer au quotidien, c'est la clé, à mon avis. Puis l'autre aspect que je voulais vous amener, c'est en fait découvrir un sens à sa souffrance. C'est un autre des aspects qui est ressorti dans les écrits, entre autres, de Viktor Frankl, qui est un psychiatre autrichien. Il s'est fait enfermer dans les camps de concentration à l'âge de 37 ans. Il venait tout juste de se marier. Puis, il est resté enfermé dans les camps pendant 3 ans. Et à sa sortie, tous les gens qui l'aimaient étaient décédés. Et pour faire du pouce, en fait, sur le premier conseil qui était choisir ses pensées, il explique dans son livre que il était dans les tranchées, par exemple, puis il creusait des tranchées. Et il était capable de s'imaginer des conversations avec sa femme. Et même si sa femme, qu'elle soit décédée ou non, il avait ces conversations avec elle et ça lui amenait des moments de bonheur. Fait qu'il avait choisi ses pensées à ce moment-là. Mais quand il dit donner un sens à sa souffrance, en fait, c'est que lui, il a transformé le camp de concentration comme un immense laboratoire, puis il se demandait qu'est-ce qui fait qu'une personne va survivre et s'accrocher à la vie, à la vie du camp de concentration, qu'est-ce qui fait qu'une personne va se laisser aller puis va mourir. Puis lui, ce qu'il a trouvé, c'est que de donner un sens à cette souffrance-là, c'est ce qui donnait le goût de survivre. Fait que, par exemple, lui, il disait, je suis dans le camp pour apprendre qu'est-ce que c'est un traumatisme, comment passer à travers un traumatisme. Puis, grâce à ce que j'apprends actuellement, ben, je vais pouvoir aider les gens dans ma pratique, dans sa pratique au quotidien, qui vivent des traumatismes à dépasser leur état de traumatisme. Fait que, lui, il s'imaginait dans les camps, il donnait des conférences dans sa tête, il écrivait un livre dans sa tête, puis à sa sortie des camps, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a écrit un livre, il a donné des conférences et il a aidé des centaines de personnes à traverser des états de traumatisme. Fait qu'il a donné un sens à sa souffrance de cette façon-là. Dans mon cas, moi, j'ai donné un sens à la douleur en travaillant en douleur. Parce que autant que j'ai du plaisir à découvrir des nouvelles choses sur la douleur, j'ai l'impression que tous les gens que je rencontre m'apprennent énormément de choses sur ma condition et sur moi. Fait que c'est un gagnant-gagnant, en fait. J'aimerais savoir, quel est le sens de votre souffrance? Si on y va de manière un peu plus spirituelle, pourquoi vivez-vous de la douleur chronique? Moi, je vis de la douleur chronique parce que je pense que je devais être en mesure de comprendre qu'est-ce que c'est pour pouvoir faire de la recherche et améliorer aussi les recherches dans le domaine. Je sais pas. Ah, ça peut valoir la peine d'essayer de trouver dans ce cas-là un sens. Parce que je suis devenue plus empathique, plus ouverte, plus aimante des autres. Effectivement, des fois, les événements les plus souffrants dans notre vie ouvrent cette sensibilité-là. Comme par exemple, j'ai vu à un moment donné, je discutais avec une dame qui avait perdu un enfant, puis qui s'était fait dire, ouais, mais t'en as 2 autres. Mais tu sais, perdre un enfant, je pense que c'est pas tout le monde qui comprend. Moi, je ressens des émotions, mais c'est pas tout le monde qui comprend qu'est-ce que ça fait de perdre un enfant au niveau émotif tant qu'on l'a pas vécu. Fait qu'effectivement, quand on vit de grandes souffrances, il y a comme une plus grande capacité d'empathie qui s'ouvre. Je suis d'accord avec ça. Je n'ai pas encore trouvé un sens. Je cherche encore le sens, mais je crois profondément que nous avons les souffrances que nous sommes capables de vivre. Moi aussi. Partager mon vécu avec mes enfants pour leur donner des outils qui m'ont pris des années à comprendre. Ouais. Puis même des fois,
quand vous êtes dans les groupes d'entraide ou quand vous voyez des gens qui sont plus jeunes, qui vivent ou qui découvrent qu'est-ce que c'est de vivre avec une souffrance, de vivre avec la douleur chronique, tous les deuils qu'on fait quand on découvre cet aspect-là de notre vie, vous êtes en mesure d'accompagner des plus jeunes ou des gens qui découvrent en fait la douleur chronique que vous avez vécu avec plusieurs années. Je pense que souffrir est inhérent à la condition humaine, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis ce que je me rends compte, j'ai vu une vidéo d'un très grand psychiatre dernièrement qui avait participé à la définition du choc post-traumatique. Et ce qu'il disait, c'est que très naïvement, au début de sa carrière, il avait défini le choc post-traumatique comme quelque chose qui est un événement lié à un événement exceptionnel. Par exemple, quelqu'un qui va à la guerre, puis qui voit un de ses amis se faire exploser sur une mine, ben, c'est un événement exceptionnel et ça cause un choc post-traumatique. Mais en vieillissant, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que le choc post-traumatique est beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit. On peut parler de bouleversement émotionnel fort également. Moi, celui que je vois le plus souvent, c'est le deuil. Que ce soit le deuil d'une personne qui décède ou le deuil d'une séparation, deux personnes qui se séparent. Ça peut causer des traumas ou des bouleversements très importants. Je n'en trouve pas. Je vous invite à chercher. Pour pouvoir apprendre et aider les autres qui sont en douleur chronique. M'a amené à ralentir mon rythme de vie alors que j'étais workaholic. Oh, que c'est bon, ça. Oh, que c'est bon. Moi, je suis là-dedans. Là. Moi, ça vient me chercher, celle-là. Ça m'a permis de comprendre les autres. Ouais. M'oblige à prendre des temps d'arrêt. Oui, tout à fait d'accord. Développer plus d'empathie. Apprendre à demander de l'aide, que je ne peux pas tout faire toute seule. Je ne crois pas que ça ait un sens, mais ça me rend tout de même une meilleure personne parfois. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais hier, il y a longtemps, je pensais que c'était une punition. Effectivement. Quand on est dans des grosses périodes de douleur, ça peut être très difficile à vivre. C'est pour ça que je vous dis que tous les deuils, toutes les adaptations qu'on doit faire dans notre vie, c'est pas facile, puis de ne pas être accompagné, c'est peut-être... Moi, je vous recommande fortement de consulter un psychologue, mais un psychologue, c'est comme un coiffeur. C'est pas tous les coiffeurs qui coiffent de la même manière puis qui sont tous équivalents. Moi, j'ai passé une coupe de coiffeurs qui n'étaient pas capables de couper les pointes, là. Fait qu'il y a des psychologues qui sont pas capables d'empathie, puis ça, il y en a plusieurs. Faut vraiment chercher, là. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, OK, ça, je l'ai vu, ne pouvant travailler, je suis bénévole en me disant que je donne au suivant pour aider son prochain. Tout à fait. Apprendre des leçons de la vie. J'ai appris à méditer et une autre vision de la vie. Oui. Je n'en trouve pas puisque je n'ai jamais connu ce que c'est de vivre sans douleur. Ben, moi, je vous dirais, je me rappelle pas non plus qu'est-ce que c'est de vivre sans douleur. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ça affectait mon quotidien, puis j'avais des frustrations, j'avais des émotions négatives, puis euh, juste le fait d'enlever les émotions négatives, ça améliore mon bien-être général. Fait que c'est d'aller jouer là-dessus comme une des composantes, comme un des instruments pour vous aider au niveau de la douleur. Fait que je vous dis, ça pas, même si vous savez pas ce que c'est de vivre sans douleur, je pense que vous pouvez quand même faire l'exercice de tenter de trouver un sens. Puis peut-être que vous n'êtes pas capable de trouver un sens aujourd'hui, peut-être que ça va vous prendre quelques jours ou quelques temps de réflexion pour pouvoir en trouver un. Mais tentez l'exercice, je vous le dis, moi, ça m'a aidé. Troisième aspect, le fameux lâcher-prise. C'est difficile. C'est difficile d'entendre cet aspect-là, le lâcher-prise. Lâcher prise sur le contrôle, lâcher prise sur les émotions, lâcher prise sur on veut tout faire, on veut être capable de tout contrôler. Lâcher prise aussi sur les traumatismes, sur les émotions bouleversantes. Puis pour souligner cet aspect-là, en fait, je vais vous parler d'Eva Kor, qui s'est fait enfermer dans les camps de concentration alors qu'elle avait 10 ans, avec sa sœur jumelle. Et elle a été utilisée dans les expériences scientifiques de Joseph Mengele. Elle et sa sœur jumelle. Puis elles font partie, là, je pense, des quelques survivants des expériences scientifiques. Puis c'était complètement malade ce qu'ils faisaient. Je vous en ferai pas une description parce que moi, ça m'a un peu bouleversée. Mais ce que Eva Kor explique dans ses écrits, c'est que ça lui a pris 50 ans après sa sortie des camps pour décider de lâcher prise sur les émotions négatives en lien avec son traumatisme.
Ça pouvait être des émotions comme la rancœur, l'esprit de vengeance, la colère. Et 50 ans seulement après sa sortie des camps, elle a dit « OK, on arrête ça. » Puis elle, la façon dont elle s'y est pris pour lâcher prise, il y a l'adaptation, il y a la consolation, il y a toutes sortes de méthodes de lâcher prise, mais elle, c'est à travers le pardon. Fait qu'elle a écrit une lettre d'excuse au médecin Joseph Mengele pour dire « Je vous pardonne, blablabla ». Puis elle l'a fait signer par un autre médecin, en fait, parce que Joseph Mengele, il est mort, il a réussi à se sauver après la Seconde Guerre mondiale, puis il est mort sur le bord d'une plage d'une crise cardiaque. Fait qu'il n'a jamais payé les frais des terreurs qu'il avait causées. Puis, ce qu'elle explique aussi, Eva Kor, c'est que pour être dans un état de lâcher-prise, ça prend un état d'esprit particulier. Si vous êtes en pleine crise de douleur, vous ne pourrez pas lâcher prise. Si vous êtes en plein combat dans un champ, c'est pas le temps de lâcher prise, vous êtes en état de survie. Fait que pour pouvoir lâcher prise, il faut être en mesure, il faut se sentir dans un état de sécurité. Et il faut redonner une valeur à sa vie, d'où l'importance de choisir ses pensées, d'où l'importance aussi de redonner, de choisir ses pensées sur ce qui donne une valeur à sa vie, mais aussi de donner un sens à sa douleur. Fait que c'est seulement en faisant ces étapes-là qu'on peut arriver à penser un jour à lâcher prise. Je pose une autre question. Dernière question de la séance aujourd'hui. Croyez-vous que votre état de douleur pourrait s'améliorer si vous parveniez à vous délibérer des émotions négatives? Merci à ceux qui ont répondu. Effectivement, c'est OK, je vois qu'il y a une personne qui va contre-courant, puis c'est bien correct. Mais peut-être que vous n'avez pas aussi de bouleversement émotif. Fait que si même si vous vous sentez comme très, très stable, ça n'a peut-être aucun impact pour vous, très comprenable aussi. Mais les études démontrent effectivement que plus on est capable d'amener un aspect positif ou de trouver du positif dans la situation qu'on vit, si on arrive à réduire les émotions négatives, ça peut avoir un impact sur l'intensité de douleur. Puis aussi, quand je parlais, entre autres, moi, dans mon cas, c'est le sentiment de contrôle, là, de lâcher prise, puis de comprendre qu'il y a des jours qui sont moins bons que d'autres, puis que je peux pas être bonne à 100% tout le temps. Il y a une professeure à l'Université de Montréal, de l'Université Laval qui dit, c'est France Légaré, elle a dit good is good enough. Bon, c'est assez bon. T'sais? Fait qu'au lieu de tout le temps viser 115%, 110%, ben, j'essaie de réduire mon niveau de viser un petit peu moins et de contrôler mon sentiment, mon besoin de contrôle en raison de diverses raisons. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à toutes mes questions, d'avoir participé à la présentation. Je remercie la QDC de m'avoir donné la chance de discuter avec vous aujourd'hui. Puis il y a plusieurs personnes qui m'ont inspirée à travers les années, la présentation que j'ai faite aujourd'hui. J'ai quelques recommandations de lecture, là, si jamais ça vous intéresse. Les 3 personnes que je vous ai parlé en fin de présentation, Le choix d'Édith, un hymne à la vie, Découvrir un sens à la vie de Viktor Frankl, puis Survivre un jour de plus de Eva Kor. Je vous recommande fortement ces lectures-là. Très inspirantes. Merci encore une fois. Si jamais vous voulez me contacter, je vous laisse mon adresse courriel ici. Vous pourrez contacter aussi Caroline, si jamais.